Donc, je vais vous expliquer là, dans cette démonstration là, pourquoi, qu'en fonction là, de cette géométrie-là de pièces, que j'ai opté pour ces deux montages-là. Donc, une des premiers éléments, ben, c'est qu'en ayant une matière première prismatique d'un demi-pouce d'épais qui possède un 6 pouces de longueur par 4 pouces de large, généralement, lorsqu'on génère notre premier montage qui nous sert à fabriquer nos éléments de référence, là, donc très, très, très souvent, ok, le premier montage et le montage qui nous permet là, de générer les éléments de référence là, sur notre pièce. Dans cette situation aussi, les éléments de référence là, consistent potentiellement aux quatre trous là, de localisation qui vont être réalisés et qui permettent de positionner là, comme l'intégralité des autres trous et de ma rainure. En fonction là, de ma géométrie là, référentielle, qui sont très précises, ben, je peux réorienter lors du deuxième montage pour finaliser moi, l'intégralité là, du poteau de la pièce. Il faut comprendre qu'en étau, ben, j'ai accès à tout ce qui est à l'intérieur de l'étau, mais pas toute la périphérie de la pièce. Et on n'a absolument pas le droit de machiner l'étau, de machiner les parallèles, car en étant trempé, il est garanti qu'on détruit l'outillage de coupe et potentiellement qu'on affecte d'un point de vue mécanique et de manière permanente notre étau et nos parallèles. Donc, lorsqu'on est en étau et qu'on possède les mâchoires par défaut rigides de notre étau Kurt, on risque d'être très limité sur quelle géométrie pièce à l'extérieur de ma pièce que je peux venir toucher. Et donc, dans cette situation-ci, je pourrais venir faire un surfaçage de ma pièce. Je peux venir faire le pointage de tous mes trous, là, soit les 22 trous, les 18 trous taraudés et les catalysés. Je peux venir faire en même temps que le chanfrein le pointage et venir le percer pré-alésage sans avoir de risque de machiner ma parallèle. Je peux venir le tarauder tous mes trous sans risque de cogner sur ma parallèle. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du pourtour extérieur de ma pièce peut être réalisé lors du premier montage. En raison du fait qu'à la fin du premier montage, je vais avoir moi, toutes mes géométries de fait, mais pas le pourtour, je me dois de me faire un montage qui va être localisé à l'aide de mes quatre trous alésés sur une surface plane pour venir faire le contour. Mais je ne veux pas que mon outil de coupe qui va servir le temps à faire l'ébauche extérieure, la semi-finition extérieure et la finition extérieure, mais vienne le machiner mon gabarit qui possède des trous d'alignement et de serrage calibrés. Donc, on a des gabarits dans l'atelier où on va avoir une distance entre tous les trous taraudés 5, 16, 18 de 1 pouce, tant en X qu'en Y. Pour ce faire, je n'aurai pas le choix comme de surélever ma pièce et c'est là que je vais devoir moi, concevoir une plaque intercalaire ou comme une cale de surépaisseur pour permettre que mon outil lui puisse entièrement avoir accès au flanc de ma pièce tout en évitant de machiner la face plane du gabarit. Okay? Donc, ça, c'est une méthode. On aurait pu se développer un gabarit sur mesure qui aurait pu être localisé à l'intérieur de la rainure et serré par la face de la cavité 2 pour venir faire le pourtour, mais sur un autre montage. Par l'utilisation d'éléments standards d'atelier et de plaques calibrées pour des trous de localisation et de serrage, vous minimisez comme l'acquisition d'outils spéciaux pour faire vos productions. Donc, dans le cadre du cours numéro 2, là, on va voir plus en profondeur le type de gabarit et le type de montage qu'on génère en fabrication. Donc, pour cette situation-ci, on va utiliser des assemblages pré-modélisés pour créer notre premier montage et notre deuxième montage. Et c'est l'objectif de cette capsule.
Donc, suite à mes explications, on va voir là, comment on crée en modélisation 3D notre assemblage qui va contenir la pièce. On va se créer un brut en environnement. On va importer un assemblage d'étaux qui est paramétrique là, pour les parallèles et aussi qu'on peut rendre le flexible pour l'ouverture des mâchoires de l'étau. Donc, on va commencer par se créer un nouvel assemblage, soit CTRL-N ou nouveau. Je vais prendre le modèle de départ assemblage pouce. OK. Donc, je vais commencer par insérer là, ma pièce, vidéo M30. Donc, par défaut, elle va être fixe. On va le laisser tel quel. Je vais par la suite venir insérer des composants, mais me faire une nouvelle pièce. Une pièce en pouce. Cliquer dans le fond de l'écran. Je vais la renommer et la libérer. Donc, je vais renommer l'élément de l'arbre, brut, pour la démo M30. Clic droit et je devrais, libérer ma pièce. Je vais par la suite être en mesure de faire un clic de droit toujours et éditer la pièce. Pour voir mes plans, soit que je clique sur mon élément ici 3D. Donc, je vais prendre le plan de dessus pour venir faire une esquisse. Donc, en cliquant sur mon plan, automatiquement, il me présente la création d'une esquisse ou je peux passer par la suite sur esquisse. Donc, je vais me faire un rectangle centré. Ici, comme lui, donc il y a plusieurs options. Rectangle centré dans son centre. Un point par là. Et venir me faire un rectangle approximatif. Par la suite, à l'aide de la cote intelligente, je vais venir faire la dimension. Ici, la 4 pouces. Et cette pièce-là, ici, à 6 pouces. Ici, rien de sorcier là-dedans. Et par la suite, dans mes fonctions, je suis en mesure de venir faire une extrusion ou un bossage, une base extrudée, qui va avoir une surépaisseur ou une épaisseur de 0,5 pouces. OK. Je peux maintenant revenir dans mon assemblage et potentiellement même utiliser les plans en lien avec ma pièce. C'est fixé. Je peux même afficher les plans ici et tous les plans qui sont associés à l'intégralité de mes plans principaux pour venir localiser le tout. En contrainte, bien sûr. Donc, on active les contraintes. Je vais demander une coïncidence entre le plan, pas top assemblage, pardon, je vais l'enlever lui, pour lui demander à partir de cette pièce-ci, donc plan du dessus, vers ce plan-là. Je vais lui demander qu'il inverse la direction pour que ces deux plans deviennent coïncidents. Clic droit, OK. Je peux revenir dans mon plan droite et prendre mon plan ici en rouge, pièce démo. On va avoir ici l'acceptation. Et je vais avoir mon plan de face que je peux venir sur le plan le mitoyen de ma pièce. OK. Terminé pour les contraintes. Je pourrais mettre en surbrillance aussi ma pièce pour la rendre en transparence. Donc, je suis quand même apte à prendre des surfaces, mais je pourrais voir à l'intérieur. Donc, je vais me faire une sauvegarde, enregistrer mon assemblage, que je vais appeler le montage 1. Enregistrer tout. Ici, dans mon CAO, je vais me faire le montage 1 pour ma démo M30. Donc, à cause que j'ai créé mon brut en assemblage, je pourrais enregistrer le fichier externe
à l'endroit où j'ai mon chemin pour être en mesure de le sauvegarder, ok, là, au même dossier là, que mon assemblage. Je vais dire ici OK. Donc, mon brut, lui, va maintenant le devenir un part ou une pièce SolidWorks, lui, par défaut, unique avec un fichier externe. Je vais maintenant insérer un composant et parcourir. Et vous allez avoir accès, okay, là, dans les dossiers là, du cours, un dossier là, de gabarit et à blocage avec un étau le paramétrique parallèle. Donc, on va prendre étau Kurt le parallèle, ouvrir. Donc, je vais cliquer lui dans le fond de l'écran, tout simplement. En raison là, que ma pièce est fixe et que j'ai parfaitement le contraint là, mon brut par rapport à ma pièce, au moment que je vais dicter que le dessous de la parallèle vient sous le brut, ben, c'est l'étau qui va bouger. Je vais quand même rendre mon étau, là, qui est utilisé là, à d'autres fins aussi, et je vais être en mesure de le rendre flexible. Donc, je vais le retrouver. Pam, 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 pam. Je vais le trouver un petit instant, un petit blanc de mémoire. Ah, ici. Fait que rendre le sous-assemblage flexible. Donc là maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon étau là, peut maintenant s'ouvrir à d'autres valeurs que la valeur là, qui a été utilisée lors de la création. Mais vous comprendrez que la mâchoire mobile, oui, peut bouger en direction de l'axe de la vis centrale, mais ne peut pas sortir du socle de l'étau. Vous remarquerez aussi là, que la parallèle, elle reste toujours collée sur la mâchoire mobile, et la même chose pour la mâchoire rigide. Côté contrainte maintenant, on va créer une coïncidence entre le dessous, ou en fait la face de l'étau. Oups, ici moi j'ai un point. Non, on va faire clic droit, supprimer les sélections. Je vais venir prendre la face de la parallèle et je vais venir appuyer sur la face ou le plan, mais plus la face du brut ou même la face de la pièce, ça ne changerait pas grand-chose dans cette situation-ci. OK. Je vais maintenant prendre la face ici de ma mâchoire rigide et venir l'aligner sur la face du brut. Je vais maintenant positionner le côté de ma mâchoire rigide sur le côté du flanc du brut. Je peux maintenant refermer mon étau en fermant la mâchoire sur l'autre face du brut. Fin de séquence. Il serait possible que vos parallèles, qui par défaut est à 1,5 pouce, je serai en mesure de venir l'éditer. Donc, en éditant mon étau ici, je peux venir éditer mon assemblage. Dans lui, je peux maintenant avoir, donc remarquer que lorsque mon sous-assemblage est actif, il devient en bleu et que le restant est en noir. Et là, maintenant, je peux rentrer à l'intérieur des équations là, de mon étau paramétrique pour modifier la hauteur des parallèles. Donc, clic droit, gestion des équations, et je pourrais le changer pour des parallèles de 625 millièmes. OK. Et on devrait voir que les parallèles, maintenant, mesurent 1 pouce et 5/8. En théorie, 1 pouce et demi, ou en fait, le plus rentré toi que tu peux, mieux c'est. Mais il y a des fortes chances que mon chanfrein, que je vienne moi le générer lors du premier montage ici, en raison là, de l'utilisation d'une vis
qui va empêcher là, mon outil de passer là, dans cette zone-là. Je vais revenir dans mon assemblage pour maintenant voir. Oui. Et donc revenir à cette valeur-là. Je peux faire une sauvegarde, enregistrer. Je vais tout enregistrer, enregistrer en interne pour le reste des éléments. Donc mon brut est sauvegardé, lui, d'une façon unique. Mais mon AutoCut, moi, je veux qu'il prenne la référence, qu'il ne l'édite pas, puis qu'on reste avec une manière paramétrique pour gérer la hauteur des parallèles. Donc voici le premier montage. Côté deuxième montage, je pourrais faire un autre assemblage. Donc, CTRL-N, un autre assemblage. OK. Je vais juste prendre ma pièce encore, tout seul, qui va être fixe. Je vais venir lui insérer une nouvelle pièce en pouces que je vais renommer espaceur. Donc, clic droit. Une fois qu'on a cliqué, le renommer espaceur. Pièce démo. Je vais libérer mon espaceur. Donc, clic droit, je vais le libérer. Je vais quand même l'éditer. Donc, je vais éditer ma pièce. Je vais me faire une esquisse. Je pourrais prendre à même le dessous de ma pièce. Vous avez vu? Donc, ici, moi, j'ai les chanfreins. Là, ça, ici, moi, c'est le dessous de ma pièce. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décaler les entités de ma face. Donc, de quel côté là, que je voudrais avoir? Donc, je pourrais avoir, moi, 100 millièmes, inverser la direction. OK. OK, donc très rapidement, moi, je réutilise comme la face du dessous de ma pièce pour créer là, mon profil. En raison que j'ai des trous ici 3/8, là, mais que le perçage à l'intérieur de mon gabarit, c'est 5/16, 18, ben, je pourrais faire comme des trous un peu plus petits, là. Mais posons que je vais juste convertir les entités. Donc, convertir les 4 trous pour avoir ici une projection parfaite de mes 4 trous. Donc, à l'aide de mon esquisse, je vais faire une fonction d'embossage. Et en raison de la compréhension là, du logiciel qui a un contour qui englobe les 4 petits contours intérieurs, donc le logiciel lui comprend que j'ai les 4 chaînes fermées intérieures qui constituent des cavités. Donc l'épaisseur ici, nos feuilles standard sont de 62 millièmes et 5/10, soit un 16, suivi d'un 8. On a aussi du 3/16, du 1/4 de pouce. Je vous invite à aller voir le Maxime dans l'atelier pour en savoir un petit peu plus. Mais pour le laboratoire et en fabrication, on va se prendre une épaisseur de 1/16e de pouce, soit 62 millièmes et 5/10. Parfait. Et donc, voici notre espaceur. Je vais volontairement changer sa couleur. Donc, je peux faire une reconstruction ici pour voir mon espaceur. Lui attribuer une apparence sur l'entièreté de ma pièce. Et je vais me laisser tenter par un petit brun. Et voilà, voici le brun. Donc j'aurais pu aussi extraire la courbe intérieure si dans mon désir de faire la finition de ma cavité à l'intérieur lors du deuxième montage, ben, j'aurais dû faire un décalage vers l'intérieur pour être capable de dégager le flanc de mon outil et son bout pour avoir une sublime finition en flanc
sur cette paroi. Par la suite, là, je vais rentrer là, un assemblage paramétrique en lien avec l'utilisation d'un gabarit là, qui servait avant, qui était le gabarit A36. Donc, le gabarit, lui, possède 11 trous par 5 trous, donc 11 trous en X et 5 trous en Y. Donc, je vais cliquer là, quelque part dans le fond de l'écran pour le déposer. Donc, je vais contraindre maintenant là, mon montage est au gabarit avec le dessous de ma pièce et de mon espaceur, bien sûr. Donc, je vais venir prendre le flanc ici et m'assurer que j'ai une coïncidence avec le dessous de l'espaceur. OK. Je peux venir faire une coaxialité entre mon trou de la pièce et un des trous ici sur mon gabarit. Ici, posons cet endroit-là. OK. Posons que je dis OK là-dessus. Je peux maintenant tourner mes éléments qui vont pouvoir là, se déplacer l'un à l'autre. Mais remarquez que j'ai toujours ici là, ma plaque qui est en lien avec ma pièce. Donc, ma pièce est fixe. Là. Si je bouge lui ici, lui va monter. Mais je n'ai pas de contrainte encore entre mon espaceur et ici ma pièce. Donc, contrainte. Ou bien, je peux revenir, reproduction. Et là, ici, en fait, il va y avoir une erreur sur mon espaceur là, qui n'est plus au bon endroit. Donc, je vais faire le CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z pour enlever toutes mes mates ici, donc mes autres coaxialités. Donc, mon espaceur ici, les revenus ensemble. Je vais le supprimer. Oui. Je vais m'assurer de créer comme une fixité relative, donc un blocage entre mon espaceur et ma pièce. Je peux maintenant créer ma coïncidence ou ma coaxialité entre le trou de ma pièce et une position du gabarit. Donc ici, on est orienté à cet endroit-là. Maintenant, là, déplacer le tout. Mais là, ma pièce est beaucoup plus loin là, dans l'espace. Je vais créer maintenant là, une contrainte entre la face du gabarit, là, donc peut-être le supprimer, là, être sûr et certain que vous voyez les manœuvres. Je vais prendre la face du dessus du gabarit. Je vais venir faire un zoom sous le dessous de ma pièce, donc sur l'espaceur. Et maintenant, je vais avoir un contact permanent entre mon montage ici et mon trou. Vous remarquerez que présentement, j'aurais dû prendre l'autre trou ici. Donc, je vais revenir. OK. Je vais revenir dans ma liste des contraintes. Donc, ma coaxialité ici. Je vais la supprimer. Je vais même le supprimer l'autre qui est redondante. Effacer. Je vais approximativement le placer ma pièce où je voudrais l'avoir, disons ici. Et faire un petit zoom vers mon premier trou. Contrainte entre le cylindre du trou de la pièce et le cylindre du gabarit. OK. Je vais continuer, prendre le cylindre du trou ici et le cylindre de mon gabarit. OK. Donc, présentement, il n'y a plus aucune possibilité de déplacement de ma pièce et de mes gabarits en fonction du morceau et de mon espaceur. Je vais lui insérer des vis. Donc, les vis, vous allez ouvrir la bibliothèque de conception. Vous allez avoir le toolbox en impérial inch, vis, et on va prendre des vis hexagonales
c'est pas celle-là. On va revenir en arrière. À 6 pans creux, désolé. On va prendre à 6 pans creux à épaulement, comme celle-ci. Je vais l'insérer à l'intérieur de mon assemblage. Donc, par défaut, je vais avoir une 3/8 pour cette distance-ci. Et ma longueur d'épaulement fait un demi. C'est un peu ce qu'on a par défaut. Je vais dire OK. Disons que je vais en déposer une autre et je vais la contraindre. Je vais commencer par prendre la tête de la vis et venir la coter sur ma pièce. OK. Je vais déplacer ma vis, prendre son épaulement et venir l'aligner par rapport à mon trou. OK. Je vais faire la même chose pour mon autre vis. Venir prendre la tête. Venir localiser le dessus de ma pièce. OK. Je vais légèrement tasser mon épaulement ou la tête de la vis pour avoir accès à mon épaulement et resélectionner ici mon, mon alésage intérieur. OK. À partir d'ici, je pourrais comme dupliquer mes pièces. Donc, lorsque j'ai créé ici mes contraintes en assemblage, donc ma coaxialité, je pourrais l'éditer et demander de verrouiller la rotation, ce qui ferait en sorte que mon élément de quincaillerie serait parfaitement bloqué. Je pourrais faire la même chose pour l'autre, disons OK pour lui. Si je prends l'autre pièce ici, là, ben, je devrais avoir, oh non, on va fermer les contraintes, pardon. Je vais maintenant ouvrir l'autre vis, contrainte, elle ici. Je peux l'éditer la fonction et verrouiller la rotation. Donc comme ça, je suis sûr que ma vis ne peut plus le tourner là, sur elle-même. Je peux la dupliquer. Donc, dupliquer, dupliquer, aussi simple que CTRL-C, le CTRL-V. Copier avec les contraintes. Donc, next, coïncidence, celui-là ici, il va répéter là. Et la coaxialité, je vais prendre cette face-ci. OK. Je vais en prendre un autre, cette face-ci, avec ce cylindre-là. Il va s'insérer une nouvelle vis. OK. Jusqu'à temps que je fasse annuler pour terminer mon opération. Enregistrer sous ou enregistrer. Enregistrer tout. Je vais l'appeler dans mon dossier de projet en CAO. Fait que le montage 2. Ici, le montage 1, le démo M30. Lui, je vais l'appeler le montage 2. Un démo M30. On va enregistrer. Les fichiers de référence ne sont pas mis à jour dans le contexte de l'assemblage enregistré. Disons qu'on va prendre cette fonction-là. Et la pièce pour l'espaceur, vu qu'elle est propre à cette pièce unique, dans ce montage-là, ben, je vais l'enregistrer en interne. OK. Donc, pendant ce temps-là, moi, je peux revenir dans mon Excel. Donc, la seule case qui me manquait, c'est quel montage que je vais prendre. Donc, mon contournage extérieur, lui, se fait en montage, on va dire MT2. Donc, toutes mes autres opérations se font en MT1 pour le montage 1. Et là, je vais dupliquer le tout. Bingo. Je vais remettre sa bordure à lui. Bordure du dessous. Format de cellule. La ligne grasse. Et la voilà.
Donc, je viens de compléter l'intégralité de mon tableau. Je peux maintenant prendre tout mon tableau ici. Je vais le copier. Et dans le dessin technique de ma mise en plan, je pourrais venir le coller, venir le déplacer et venir le réduire pour bien voir l'intégralité de mon montage et les paramètres qui vont lui être associés. Donc ici, je vais grandir un peu ma case pour être sûr de superposer le contour et ma pièce. Je vais dupliquer ma feuille. Donc, je vais copier. Je vais coller. Disons avant. Je peux maintenant l'effacer, elle ici. Je peux effacer même cette vue-là. Pour arriver à produire, en fait, une mise en plan de mon brut. Je vais faire un clic droit, renommer, détail brut. Ici, là, cette feuille-là, moi, je vais la renommer méthode, procédé. Et je vais avoir une autre feuille en format B qui va présenter les deux montages. Pour le brut, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dessiner une vue, mais de ma mise en plan pour mon assemblage 1. Donc, mon montage 1 ici, où je vais être en mesure de cacher mon étau. Donc, ici, je vais demander sur cette vue-là, vue de mise en plan, je vais l'éditer. Prendre la vue tout court. Ici, en ligne qui est non cachée. Et je vais pouvoir prendre mon assemblage ici et demander que ma pièce, donc cachée, oups, CTRL Z, dans les propriétés, ah oui, désolé, c'est mon erreur. Dans l'assemblage, je peux prendre mon étau Kurt, je vais faire un clic droit, je vais montrer cacher, cacher le composant. Ce qui fait en sorte que ma représentation ici maintenant de ma vue est présente que ma pièce et que le brut. Si je désire avoir que ma pièce soit en ligne cachée, je vais faire un clic de droit, objet caché de l'arbre ou lui, ben, montrer les arêtes cachées. Fait que là, je peux maintenant voir comme l'intégralité du pourtour de ma pièce. À partir de là, je vais me faire une vue projetée. Donc, je vais devoir revenir pour cacher dans ma deuxième vue mon étau. Clic droit. Je vais le cacher, cacher le composant, pour être capable de faire la cotation de mon brut. Je peux faire une petite sauvegarde là-dessus. Et je vais commencer à créer mes annotations sur la représentation du brut, en référence, mon 1/2 pouce ici, mon 4 pouces en référence aussi. Et je pourrais avoir ici mon brut en épaisseur en référence parce que c'est la matière première. Parfait. Je vais dupliquer mon dessin de détail du brut. Copier, je peux venir après ça à lui. Clic droit, coller. Après la feuille. Je vais supprimer les vues.
Donc, méthode procédé, pourquoi que mon tableau n'a pas suivi? Peut-être par inadvertance, je l'ai supprimé. Je vais revenir dans lui, CTRL-C, revenir dans mon dessin technique, plan et mise en forme, CTRL-V. Je peux venir maintenant le positionner là. Je vais faire un petit zoom vers le coin de ma feuille et de mon tableau. Parfaitement positionné sur le côté. Et voilà. CTRL-S pour sauvegarder le tout. Maintenant, au lieu d'avoir comme deux feuilles du brut, lui, je vais le renommer. Fait que dessin de montage. Donc, montage. Je vais venir éditer le fond du plan et venir me créer, esquisse, une ligne verticale qui va pouvoir pointer vers le début de ma ligne et séparer ma feuille en deux. Je devrais voir les deux lignes ici. Ici, je vais avoir le montage 1, ici le montage 2. Donc, je vais revenir dans ma mise en plan et la disposition des vues, vue du modèle. Je vais faire le montage 1 et je veux juste avoir la vue de top et vue de côté. Je vais mettre les deux et je vais changer mon échelle utilisée puis une échelle personnalisée, 1 pour 4. Je vais changer le tout. Désolé pour ça. CTRL Z, on va recommencer. Modèle de vue. Prendre le montage 1. Flèche à droite. Prends la vue de top et vue de côté. Créer plusieurs vues. Je vais disposer d'une échelle personnalisée. 1 pour 2, c'est un petit peu trop. On va le laisser aller quand même. Voir comment il réagit. Pour mes deux vues, je vais les mettre en ligne pleine. Je vais modifier mon échelle personnalisée pour lui donner 1 pour 4. Donc, je vais la déplacer. Vous comprendrez que même pour les deux vues ici, je peux les changer. Je peux rentrer à l'intérieur de la case et demander une 1 pour 3 pour avoir une meilleure visualisation du dit montage. OK. Je vais faire la même chose pour le montage 2 ici. Modèle de vue, montage 2, flèche de droite, créer le plusieurs vues, L et L, en mode échelle personnalisée, 1 pour 3. Je vais demander en ligne pleine pour présenter mes deux items. Donc, cliquez après ça dans le fond de l'écran pour approuver. OK. On va laisser travailler le tout. Et je vais pouvoir me déplacer après ça pour présenter mon montage. Donc, on aurait pu aussi lui le mettre de l'autre côté. Pour avoir une visualisation. On va sauvegarder. Je vais intégrer par la suite les tableaux en lien avec la mise en position du repère de la machine. Donc, dans le document Excel de méthode, je vais avoir comme différent le tableau où vous allez y insérer les coordonnées de machine du repère de programmation. Donc, CTRL-C pour le repère G54. Je vais revenir dans le dessin, cliquer dans cette vue-ci, CTRL-V, et je vais le placer à un endroit qui est représentatif. Je vais faire la même chose pour le repère 55 qui va représenter notre deuxième montage. On copie toutes les cases. Je reviens là, dans ma mise en plan, dans cette vue-ci, CTRL-V. Et je vais pouvoir le déplacer un petit peu. Quoi qu'il est superposé
sur mon cartouche, c'est bien correct. Une sauvegarde s'impose. Donc, à partir d'ici, il nous reste l'habillage des dessins. Donc, je vais commencer par vous refaire peut-être une introduction ou en fait le revoir là, comment on crée un bloc à l'intérieur d'un dessin technique. Donc, je vais faire une esquisse. Donc, une esquisse qui sera en lien avec la création d'un cercle centré. Donc là, ici, il y a une reconnaissance du point central. Posons que je vais cliquer, moi, cette géométrie-là. Je vais par la suite prendre mon élément moi, géographique, ici ouvrir le menu, puis voir quelle est la valeur là, du rayon, disons 0.25. À partir de là, je vais venir faire, disons, une croix qui va partir des deux cadrans, ce qui va m'aider à remplir les hachures pour faire une genre de cible. Et je vais pouvoir venir faire des zones hachurées unies en couleur noire dans différentes sections. Donc là, je peux voir qu'ici, j'ai une petite hachure qui s'est mise par inadvertance. Donc, je peux avoir, moi, créé une cible qui va représenter le point dans l'espace de mon origine. Mais j'aimerais comme réutiliser pour mes 4 vues là, de dessin de montage ce même groupe d'éléments géométriques-là. Donc, je vais faire la sélection de l'entièreté de la géométrie et je vais me créer un bloc. Donc, créer le bloc et mon point d'insertion, je vais le prendre et venir le positionner directement en plein centre. Donc, la cible ici, la mire, puis doit être intégrée à cette orientation-là. C'est très important là, de le draguer et de le ramener au centre. Parfait. OK. Donc là, maintenant, je devrais avoir un nouveau bloc ici que je pourrais renommer. Donc, je vais le mettre à jour. Enregistrer le bloc. Je pourrais le mettre dans la personnalisation. Je vais l'appeler mire ou cible ou origine. MFG. Parfait, je ne prendrai pas de chance. Mais au moins, je peux maintenant réutiliser dans mon insertion de bloc, insérer un bloc, et je devrais avoir ici mon bloc 7. Et là, je vais avoir besoin de cette orientation-là en plein milieu pour positionner ici mon repère. Je vais aller faire la même chose sur l'autre origine ici, en plein milieu. Donc, il y a vraiment comme un aimant qui va retrouver la position du centre de la pièce. Et ici, on va bien zoomer à notre endroit. On va retrouver à cet endroit-là, au cadran, notre autre origine. Et voilà là, pour l'insertion des différents blocs. Par la suite, j'ai des éléments de référence. Exemple, ma parallèle ici d'un pouce et demi ou d'un pouce 5,8 est une référence parce que ça provient d'un ensemble de parallèles qui sont rectifiés. Donc, bon, je prends pour acquis que c'est une référence. Il va avoir une dimension sur ma largeur de mon étau et la position du coin de l'étau vers le centre, qui va aussi être une référence, qui peut bouger un petit peu dans l'espace. Sur mon deuxième montage, je vais avoir une position entre le centre de mon alésage que je vais venir palper pour trouver le centre et me décaler d'une certaine cote qui va me servir d'élément de positionnement de ma pièce et de ma plaque intercalaire de surépaisseur. Je vais m'aider en me créant aussi des lignes d'axe. Donc, pour le gabarit, je vais utiliser ce trou-là pour venir faire mon trou d'axe. Et c'est pas mal tout. Donc, les cotes intelligentes. Donc, je vais venir prendre la largeur ici de ma parallèle, qui dans l'exemple est à 1 pouce et 5,8. On va mettre en absolu. Je devrais avoir aussi, par rapport au coin de l'étau, au côté ici de ma cible, je devrais avoir ici 3 pouces avec une dimension en absolu. Je vais repartir de la mâchoire rigide de mon étau vers le cadran de ma cible. Oh, ici, il y a quelque chose.
je devrais avoir une dimension dans le fond de 2 pouces. Donc, je déplace ma cible, un brut de 4 pouces. Donc, si je prends la cote ici en référence, ben, j'ai un 4 pouces. On est dans de l'absolu. Mon 2 pouces ici est aussi une cote absolue, donc en fonction de la matière première, une référence. Je vais coter aussi ma largeur du brut, juste pour être sûr qu'on est au diapason, avec la matière et le dessin technique du brut. Et ici, la matière première qui est en lien avec mon brut. Un autre élément référentiel qui peut nous donner en tant qu'opérateur et Redler machine, c'est la distance qu'on devrait retrouver entre le haut du brut, cote intelligente, entre le haut du brut et le haut de ma mâchoire rigide. Fait que je devrais avoir une cote qui est aux alentours de 390 millièmes. Donc, à l'aide du pied à coulisse, on sera en mesure de voir en référence si on est aux alentours de 390 millièmes, si on utilise des parallèles d'1 pouce et 5/8 avec un brut d'un demi-pouce. Donc, la cible représente le repère pièce qui va porter le numéro de code G, le G54. Sur le deuxième montage, on va parler du deuxième repère, soit le G55. On va retrouver d'autres distances. Donc, cote intelligente, à partir de ma cible vers le cadran de ma mire, ici, je vais retrouver un 5 pouces. À partir d'ici, absolu, en référence, je vais essayer de tasser même la valeur ici pour bien voir. Continuer la cote intelligente de ma cible ici vers ma mire. Donc, cette dimension devrait être 2,5 pouces en fonction des distances entre mes trous et toujours en référence. Je vais maintenant venir sur la vue de côté pour venir faire la cotation de mon espaceur ou de la distance entre le gabarit et ma pièce. Qui lui aussi devrait être en référence. Donc lui, je vais le tasser un petit peu pour me donner du jeu. Ce qui peut être utile, c'est la distance par rapport au gabarit et le haut de la tête de vis pour retrouver une distance le minimal pour les déplacements rapides lors de la fabrication. Oups, en absolu, désolé. Donc, je vais essayer de faire un petit peu d'espace dans mon dessin pour que mes cotes restent à l'intérieur du dessin. Et voilà. Pour le deuxième montage aussi, on prend un autre ensemble de paires de parallèles, cote intelligente. Je vais me laisser tenter par cette cote-là d'1 pouce pour bien l'afficher. Donc, je vais pouvoir le tasser ici en référence, donc une cote absolue. Je vais prendre le 63 millième et le migrer vers la droite. Et voilà. Donc, présentement, on a attribué le nom de la pièce en lien avec les paramètres qui lui sont associés. Ici. Ce que je vais devoir faire, par contre, c'est en fonction des différents dessins, je vais renommer le nom de la feuille qui est associée au même numéro de dessin. Pour ce faire, je vais faire un clic de droit dans le coin du cartouche et je vais éditer le fond de plan. Pour le type, je vais faire le dessin de montage pour le renommer. OK pour le changement de note. Parfait. On peut ressortir. Donc, je vais avoir ici un dessin de détail qui va vous être fourni pour le projet 1 et bien sûr le projet 2. Vous allez faire un dessin de la matière première et de la pièce. Vous allez faire un dessin et un tableau sur la liste et les méthodes de procédés et la sélection des outils ainsi que tous les paramètres de coupe. Et le dessin ou les dessins de montage. Donc, il est courant que ça demande comme plusieurs feuilles si on a plusieurs détails ou nos montages sont plus exotiques.
Donc, pour votre projet 1 et pour votre projet 2, vous refaites les mêmes types d'opérations et tout devrait bien aller. Bonne soirée.